Parlons de Donald Trump, car il affirme qu'il va récupérer des terres pour l'Ukraine. Qu'est-ce que Donald Trump ne comprend pas à propos de la Russie et de cette guerre? Tout d'abord, il est très difficile de comprendre Donald Trump, ce qu'il veut dire par n'importe quelle expression, par des échanges de territoire ou autre chose. Tout est imprécis. Cela varie d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc je ne prends pas ses paroles au pied de la lettre. Lui-même ne les prend pas au pied de la lettre. Ce que cela pourrait éventuellement signifier en termes d'échange, c'est que la Russie obtiendrait, entre guillemets, l'ensemble des deux oblasts, Donetsk et Luhansk, les oblasts du Donbass, et qu'elle, entre guillemets, échangerait les zones qu'elle revendique à Zaporizhia et Kherson, mais qu'elle ne contrôle pas actuellement. Cela s'appellerait donc un échange. Cela signifierait que la ville de Kherson ou celle de Zaporizhia resterait ukrainienne et que la Russie resterait dans les parties de Kherson et de Zaporizhia où ses troupes ont atteint les lignes de front, mais pas au-delà. C'est peut-être ce que l'on entend par un échange de territoire. Honnêtement, tant que rien n'est clairement défini, essayer de comprendre ce que Donald Trump veut dire est tout simplement impossible, précisément. Oui, la Russie et l'approche de Vladimir Poutine ont été, comme toujours, très diplomatiques, d'un côté. Mais il y a des rumeurs concernant l'Ukraine. Bien sûr, nous savons que l'Ukraine s'oppose fermement à toute forme de règlement de ce conflit, pour le moment. Et il y a même des rumeurs selon lesquelles il pourrait tenter une sorte d'invasion à la manière de Kursk, dans la région de Bryansk. Donc, étant donné que la situation sur le champ de bataille reste très instable, que pensez-vous de l'état actuel du conflit? Et finalement, comment les États-Unis, sous l'administration Trump, ont-ils géré la situation jusqu'à présent? Car il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que des ultimatums successifs adressés à la Russie. Bien sûr, je ne suis pas une autorité militaire. Je suis un consommateur d'actualités et d'informations militaires. Mon impression très nette après avoir suivi de près ce que disent de nombreuses sources est que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille, que l'Ukraine n'a pas le personnel nécessaire pour continuer et qu'elle ne peut pas non plus rivaliser avec la Russie en matière de munitions et d'armement. Cela me paraît tout à fait logique. Il est clair que dans une guerre d'usure, comme celle-ci l'est essentiellement, la Russie va gagner cette guerre. Cela me semblait évident dès le départ. Donc en ce sens, le refus de Zelensky de négocier ne rend pas service au peuple ukrainien. Ce n'est pas ce que le peuple ukrainien souhaite réellement, autant qu'on puisse en juger. Les données d'enquête les plus récentes, largement commentées, montrent qu'une majorité significative du peuple ukrainien souhaite que la guerre se termine par des négociations. Zelensky est en essence un dictateur militaire à l'heure actuelle. Il gouverne pratiquement sans élection et a largement dépassé la fin de son mandat. J'ai été peu impressionné par Zelensky dès le début. Bien sûr, je l'ai surtout considéré comme une marionnette de diverses forces. L'extrême droite nationaliste ukrainienne d'une part et les États-Unis pendant longtemps. Et lorsque les États-Unis ont commencé à dire « Nous ne voulons plus poursuivre cette manœuvre car elle a échoué », alors ce sont les Européens. Il ne fait aucun doute que Zelensky est dans une situation difficile, mais il met ses compatriotes dans une situation encore pire. Cette guerre devrait cesser. Il devrait y avoir un règlement basé sur la neutralité, une fin à cette aventure américaine absolument irresponsable, commencée dans les années 1990 avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie, et certaines pertes territoriales, parce que les États-Unis et le régime ukrainien post-2014 ont pris un pari et ils ont perdu. Ils ont eu de nombreuses occasions d'éviter de perdre le Donbass. Cela s'appelait les accords de Minsk II. Mais les États-Unis et l'Ukraine ont dit non.
nous n'allons pas respecter les accords de Minsk II. Nous n'allons pas accorder d'autonomie aux régions orientales de l'Ukraine, c'est-à-dire Luhansk et Donetsk. Ils ont pris un pari. Je sais que les responsables américains pensaient avoir la main gagnante. Je n'ai jamais eu une grande estime pour les stratèges américains d'ailleurs. Ce sont des échecs. Ils ne sont pas très intelligents, ils se sont trompés, et je pense que c'était prévisible. Donc c'est un pari qui a échoué. Mais Zelensky, pour de nombreuses raisons absolument difficiles à comprendre, attend de façon inappropriée ou ne peut pas donner une estimation précise, et il se bat avec la vie de ses compatriotes. Cela pourrait être la méga-corruption qui est sans aucun doute présente en Ukraine. Cela pourrait être sa peur de l'extrême droite, qu'il l'élimine s'il faisait un compromis. Un haut responsable ukrainien m'a dit cela il y a de nombreuses années. Eh bien, Zelensky n'a pas le choix. Si c'est vrai, il n'aurait pas dû rester en poste. Pour quelque raison que ce soit, il cause de grands dommages à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Ils se font tuer en grand nombre. Ils perdent sur le champ de bataille. Il n'y avait aucun moyen de gagner cette guerre. Car soit, je cite, il la gagnerait, et il y aurait alors une escalade, peut-être jusqu'à la guerre nucléaire, soit il la perdrait. Il n'y avait pas de victoire possible dans cette guerre. C'est une manœuvre insensée des États-Unis, comme je l'ai dit, qui remonte aux années 1990 pour gagner une position sur l'échiquier mondial. C'est ce que Brzezinski a dit. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il a écrit dans Foreign Affairs en 1997, dans la géostratégie pour l'Eurasie. C'est ce qu'il a expliqué dans le grand échiquier. Et cela s'est réalisé. Brzezinski s'est trompé. Il s'est lourdement trompé. Et tous les présidents ont poursuivi ce jeu. Ils ont continué à penser qu'ils pourraient gagner ou bluffer pour arracher l'Ukraine au profit des États-Unis, et la Russie n'allait jamais le permettre. Et cela n'aurait jamais dû être tenté. Tout d'abord, existe-t-il vraiment une issue possible? J'aimerais connaître votre compréhension et votre analyse, compte tenu de votre expérience. Vous avez rencontré des dirigeants, vous les avez conseillés. Comment un véritable homme d'État ou diplomate aborderait-il cette question? Car comme vous venez de l'exposer, la situation est mauvaise. Et les dernières nouvelles concernant la reprise des discussions entre les États-Unis et la Russie ne sont pas favorables au camp Ukraine-États-Unis-OTAN. Alors, comment gère-t-il cela? Parce qu'à l'heure actuelle, malgré l'enthousiasme, on parle encore beaucoup d'imposer des conditions à la Russie, ce qui ne semble pas très diplomatique à bien des égards. Mais comment un véritable homme d'État gérerait-il cette situation? C'est une excellente question, Danny, et ce n'est pas facile d'y répondre, pour une raison qui deviendra évidente. J'ai écrit un livre sur un épisode de ce genre, à savoir la crise des missiles de Cuba et ses conséquences, au cours desquelles les États-Unis et l'Union soviétique ont négocié le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. J'ai écrit un livre sur le leadership de John F. Kennedy, depuis la crise des missiles de Cuba jusqu'à la négociation réussie, puis la ratification par le Sénat du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. L'essence de cette histoire, c'est que d'abord, Kennedy avait compris qu'il y avait une solution gagnant-gagnant à la paix et qu'il existait un risque réel d'anéantissement nucléaire. Si Kennedy avait écouté les partisans de la ligne dure. Deuxièmement, il avait compris que c'était en 1962 et 1963, Khrouchtchev, son homologue soviétique, se trouvait dans la même situation que lui. Il entendait les partisans de la ligne dure, mais comprenait qu'il était trop dangereux de suivre cette voie. Eh bien, Kennedy et Khrouchtchev ont trouvé une issue pacifique à la crise des missiles de Cuba. Les deux camps ont retiré des armes nucléaires offensives à courte portée visant l'autre camp. Les Soviétiques depuis Cuba, les États-Unis en retirant des missiles de Turquie.
Les États-Unis se sont engagés à ne plus jamais envahir Cuba, un engagement qu'ils ont respecté. Et sur cette base, la crise a été résolue pacifiquement. Nous savons que nous avons frôlé de très près une guerre nucléaire. En réalité, c'est une autre longue histoire. Même après l'accord trouvé, un sous-marin nucléaire en panne a failli, par erreur et accidentellement, déclencher une guerre nucléaire. Après ces événements, Kennedy et Khrouchtchev ont compris qu'ils devaient faire plus que simplement reculer devant l'abîme. Ils devaient poursuivre une véritable coexistence pacifique. Et en 1963, ils ont négocié le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Ce que Kennedy a fait, c'est d'abord comprendre de façon pragmatique quel type d'accord pouvait être conclu. Il a compris qu'un accord pouvait être trouvé dans l'intérêt mutuel des deux parties, et il a négocié cela de manière pragmatique. Il a fait autre chose d'absolument remarquable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Il a expliqué publiquement sa vision de la paix au peuple américain. Il a même mené une campagne pour la paix à l'été 1963. Il a prononcé un discours célèbre le 10 juin 1963, appelé le discours sur la paix, que je recommande à tout le monde d'écouter. C'est l'un des discours les plus remarquables de l'histoire moderne. Après cela, il est parti pour l'Europe. C'est à ce moment-là qu'il est apparu au mur de Berlin, qu'il a pris la parole devant le Parlement irlandais, et ainsi de suite. Il a renforcé son soutien au cours de ces semaines par un appel public. Ensuite, il a dû faire face à l'opposition de ses propres chefs d'état-major interarmés qui ont témoigné de manière très désagréable devant le Sénat en affirmant que tout cela était très dangereux, qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Soviétiques, et ainsi de suite. Et Kennedy a entrepris une tournée publique aux États-Unis pour expliquer que ce n'est pas un miracle, rien n'est certain dans ce monde, mais que c'est le meilleur pari. Finalement, le Sénat a ratifié le traité à une écrasante majorité. Voilà ce qu'est l'art de gouverner. Tragiquement, il y a une note finale ou une coda à cette histoire. Kennedy a été assassiné quelques semaines plus tard. Vous savez, pendant longtemps dans ma vie, alors que j'en savais beaucoup sur le sujet, je ne prenais pas position sur ce qui s'était réellement passé. Mais je dirais que ces 15 dernières années, après de très nombreuses lectures et la déclassification de dossiers, y compris de nouveaux dossiers publiés ces derniers mois, je suis assez convaincu que la CIA l'a éliminé et l'a fait à cause de son initiative pour la paix. Et je pense que c'est James Angleton qui porte la plus grande responsabilité dans cette affaire. Et il est sans doute vrai que chaque président depuis lors a été otage de la CIA et de l'État profond américain. Et que la leçon de gouvernance que je viens d'expliquer, peut-être qu'il n'y a pas de leçon. Peut-être que la leçon, c'est de garder profil bas, sinon on se fait éliminer. La vérité, et c'est là mon propos, c'est que Trump voudrait probablement, personne ne peut en être sûr, mais il voudrait probablement que cette guerre s'arrête. Il aimerait sans doute dire que toute cette histoire d'OTAN, c'était stupide, c'était une manœuvre ratée. Il aimerait dire que c'était la guerre de Biden, même si, en réalité, d'ailleurs, c'était la guerre d'Obama, la guerre de Trump, la guerre de Biden. C'est une guerre de l'État profond. Il sait que tout cela serait sujet à des attaques. On le traiterait d'apaisant. Munich, 1938. Vous savez, quand on dit la vérité aux États-Unis, on se fait attaquer par des idiots comme Lindsey Graham ou des imbéciles comme Richard Blumenthal. Je veux dire, ce sont des gens terriblement ignorants. Lindsey Graham, je le considère comme le sénateur le plus stupide de tout le Sénat. Mais quoi qu'il en soit, oui, il serait attaqué. Il serait attaqué par Starmer parce que la Grande-Bretagne est foncièrement russophobe. Elle l'a toujours été depuis 1840. La Grande-Bretagne est même plus folle que les États-Unis
parce qu'elle a les mêmes aspirations hégémoniques, les mêmes souvenirs et la même nostalgie, je dirais. Et aujourd'hui, elle ne représente plus rien en termes de puissance mondiale, mais elle pense encore l'être. Donc Starmer sauterait dans tous les sens, Mers sauterait dans tous les sens, et Macron sauterait dans tous les sens. Et le rôle du président serait fantastique. Maintenant, c'est ça le point. Un homme d'État ne se contenterait pas de conclure l'accord, il l'expliquerait. Et vous savez quoi? S'il expliquait au peuple américain que l'élargissement de l'OTAN était un pari, que cela allait à l'encontre d'une promesse explicitement faite à Gorbatchev et à Eltsine en 1990, 1991 et 92, il comprendrait. C'était une mauvaise idée. Nous savions depuis le début que c'était dangereux. Nos meilleurs diplomates nous l'avaient dit. George Kennan nous l'avait dit. Jack Matlock nous l'avait dit. Bill Burns nous l'avait dit. Ils ont tous dit la même chose. Nous le savions, mais nous pensions pouvoir nous en tirer parce que la Russie était faible. Eh bien, ils ont joué leur main au poker. Ils ont bluffé. Ils ont augmenté les enjeux. Ils ont perdu. Donc maintenant, nous mettons fin à cette partie. S'il expliquait cela, le peuple américain se lèverait et applaudirait, car ce serait la vérité. Cela aurait du sens pour eux. Il expliquerait clairement ce qu'il fait, et il remporterait une bataille contre un idiot comme Lindsey Graham, sans aucune difficulté. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? 2 raisons, peut-être 3. Premièrement, il est incompétent. C'est une hypothèse assez plausible. Kennedy n'était pas incompétent. Kennedy était doué, et il est devenu encore plus doué durant la dernière année de sa vie. Deuxièmement, il a peur. Il manque de courage politique. Ou troisièmement, et cela fait partie de l'incompétence, il se peut qu'il ne comprenne pas ce qu'est la vraie politique. La vraie politique, ce n'est pas seulement des messages sociaux ou des menaces envers les autres. Dans un pays comme les États-Unis, il s'agit en réalité d'impliquer le peuple. Cela peut sembler naïf, mais c'est la vérité. S'il veut gagner ce combat contre Lindsey Graham, contre Palantir, contre le complexe militaro-industriel et contre la CIA, il doit porter l'affaire devant le peuple. Et s'il le faisait, il gagnerait, sous réserve de cette dernière note de bas de page que j'ai mentionnée plus tôt. Peut-être qu'il a simplement peur. C'est peut-être pour cela qu'il est si difficile de faire la paix. Parce qu'aux États-Unis, nous ne sommes pas vraiment une démocratie. Nous ne sommes pas vraiment une république. Nous sommes en réalité un État militaire, déguisé en démocratie, avec des élections. Mais si les présidents n'ont pas le courage de faire la paix, alors ce que nous sommes vraiment, c'est un État caserne. Nous sommes exactement ce que Dwight Eisenhower avait prédit lors de son discours d'adieu le 17 janvier 1961. Le complexe militaro-industriel dirige notre pays. Voilà le véritable problème ici. Maintenant, dans quelle mesure Trump comprend-il cela? Dans quelle mesure ne le comprend-il pas? Qui peut le dire? Mais s'il veut gagner cette élection, il doit conclure un accord avec Poutine, mais il doit l'expliquer au peuple américain, ne pas tergiverser, ne pas contourner les règles, ne pas proférer de menaces comme il le fait toujours pour montrer à quel point il est dur, mais expliquer. C'était une idée qui a vraiment mal tourné, une idée typique de la CIA américaine, une idée de l'État profond. Cela remonte aux années 1990. En fait, cela remonte à 1992 et le début de sa mise en œuvre date de 1994. Donc ça concerne Clinton, Bush Jr., Obama, Trump une fois, Biden et Trump une deuxième fois. Ce n'est pas la faute d'un président en particulier. C'est une politique à long terme des États-Unis qui a terriblement mal tourné. Et l'administration Trump, alors qu'elle se retrouve encore profondément embourbée dans le conflit ukrainien, a également pris des mesures. Je sais que vous vous êtes récemment rendu en Inde. Je sais que vous vous êtes récemment rendu en Chine. Et tandis que Trump prolonge la suspension des droits de douane, ou plutôt,
la suspension de l'escalade des droits de douane pour encore 90 jours avec la Chine. Il a essuyé de nombreuses critiques pour avoir augmenté ce qu'il appelle des droits de douane secondaires sur l'Inde. Et tout cela tourne autour du conflit en Ukraine, du moins selon la façon dont l'administration Trump le présente. Mais il y a un développement plus large qui se produit dans le monde, professeur Sachs, et dans lequel s'inscrit ce conflit ukrainien. Pourriez-vous parler de l'évolution du monde et de la manière dont cela influence, et peut-être exerce une pression sur ce complexe militaro-industriel, cet État militaire qui dirige les États-Unis, pour qu'il continue à avancer dans cette guerre perdue en Ukraine? Nous sommes au cœur de l'un des changements géopolitiques les plus profonds depuis des siècles, en réalité. Car je pense qu'il est juste de dire qu'à partir de 1492 et 1488, avec les voyages de Colomb et de Vasco de Gama et le début de l'ascension européenne, jusqu'environ 1700, puis de 1700 à environ 2000, avec la domination mondiale européenne, un monde dans lequel l'Occident était ascendant puis dominant pendant des siècles. Cela a pris fin. Cela s'est terminé autour de l'an 2000. Le succès économique remarquable de la Chine, obtenu grâce à un travail acharné et à des politiques économiques très intelligentes, a été l'élément le plus décisif pour mettre fin à la domination occidentale. La véritable histoire de la fin de la domination occidentale, c'est qu'après 2 guerres mondiales, l'Europe, épuisée physiquement et moralement, a renoncé, soit en abandonnant, soit en perdant par la guerre, à ses colonies partout dans le monde. Et avec l'indépendance de ces pays sont venus au moins les débuts du développement économique et surtout de l'alphabétisation de masse, de la diffusion de la science et de la technologie. La Chine est devenue l'exemple emblématique d'un développement économique rapide sur cette base à partir de 1980. Tout cela signifie que nous vivons désormais dans un monde multipolaire. La Chine est une grande puissance. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Chine. Elle ne pourrait même pas mener une guerre avec la Chine avec succès dans le voisinage de la Chine, même si les États-Unis semblent en préparer une en ce moment, en lien avec Taïwan. L'Inde est une grande puissance, selon mon analyse. Pas selon tout le monde, mais je crois qu'elle l'est déjà. Elle possède une économie majeure. Selon les critères de parité de pouvoir d'achat, c'est la 3e plus grande du monde. Elle dispose d'une classe scientifique, technologique et professionnelle très sophistiquée. C'est une puissance nucléaire, et ainsi de suite. La Russie est évidemment une grande puissance, que cela plaise ou non aux États-Unis. Ce n'est pas la puissance de 3e ordre que Brzezinski avait imaginée. C'est le plus vaste territoire du monde, 17 millions de kilomètres carrés, avec une immense base de ressources, une main-d'œuvre technologique incroyablement qualifiée, etc. Et elle possède une armée très puissante, 6000 ogives nucléaires. Tout cela signifie que nous vivons dans un monde différent de celui que les États-Unis pensaient avoir à la fin de l'Union soviétique, en décembre 1991. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, ce qui avait été l'objectif des stratèges américains pendant la guerre froide, ils ont déclaré « Maintenant c'est un monde unipolaire ». Et dans ce monde unipolaire, les États-Unis dominent. Il restait une tâche à accomplir, qui était de démanteler la Russie également. Brzezinski a émis l'hypothèse que la Russie pourrait devenir une confédération lâche de 3 États, une Russie européenne, une Russie sibérienne et une Russie d'Asie orientale. Voilà le genre de fantasme et de rêve de ces stratèges. Mais l'idée était que les États-Unis étaient unipolaires. Or, les États-Unis ne sont pas la puissance unipolaire. Ce n'est pas l'hégémon. Ils font face à de nombreux défis. D'autres puissances, les États-Unis ne peuvent pas imposer leur volonté. Ils ne peuvent pas l'imposer à la Russie. Ils ne peuvent pas l'imposer à la Chine. Ils ne peuvent pas l'imposer à l'Inde,
Ils ne peuvent pas l'imposer au Brésil. J'ai donc cité 4 des 5 pays fondateurs des BRICS, contre lesquels Trump s'est acharné ces dernières semaines pour tenter de les mettre à genoux. Lula, le président du Brésil, l'a exprimé de la manière la plus claire. Il a dit « Nous n'avons pas besoin d'un empereur, merci ». Et le Brésil ne cède pas. L'Inde ne cède pas. Ce droit de douane supplémentaire de 25% sur l'Inde est une erreur de calcul profonde de la politique étrangère américaine. C'est inimaginable. En quelques jours, cela a ouvert les yeux à travers toute l'Inde sur le mythe selon lequel l'Inde allait devenir le grand partenaire des États-Unis contre la Chine. J'ai toujours dit que c'était stupide. N'y croyez pas. Je vous ai vu dire la même chose dans les médias indiens, oui. Je leur disais depuis des années, vous plaisantez? Vous pensez que les États-Unis vont se ranger de votre côté et que vous devriez rejoindre le Quad contre la Chine, etc. C'est ridicule. Je leur ai dit, entretenez de bonnes relations avec la Chine. À vous deux, vous représentez 40% de la population mondiale. Vous pouvez faire fonctionner le multilatéralisme à l'ONU. Vous pouvez instaurer un nouvel ordre mondial fondé sur le droit international. Ne jouez pas le jeu des États-Unis. Bref, ils ont douté de moi pendant un certain temps. Je pense que beaucoup de dirigeants indiens m'appréciaient, mais ils trouvaient que j'étais trop sarcastique envers mon propre pays. Mais Trump a tout fait basculer en 48 heures. Il les a totalement convaincus. Le président Modi est parti voir le président Xi Jinping. Le président Modi a parlé avec le président Lula. Le président Modi va recevoir le président Poutine. Tout cela s'est produit en quelques jours parce qu'ils comprennent désormais de quoi il s'agit. Oui. Professeur Sachs, je sais que nous manquons de temps avec vous. Avez-vous un dernier commentaire à propos de la situation actuelle avant que je ne vous laisse partir? Eh bien, permettez-moi de dire que nous ne savons pas ce qui va se passer en Alaska, mais nous devrions espérer que ce sera une rencontre agréable. Nous devons comprendre qu'il y a plus en jeu entre les deux pays que seulement l'Ukraine, même si l'Ukraine est un sujet important. Il y a le contrôle des armes nucléaires. Il y a la réinstauration d'une diplomatie normale. Il y a aussi la possibilité de rétablir des relations économiques. Donc, je dirais d'abord que même si la question ukrainienne n'est pas entièrement résolue, il pourrait y avoir des avancées. J'espère une rencontre agréable et mutuellement respectueuse. Ce serait bénéfique pour les deux pays. Et si Trump a le courage de dire la vérité sur l'Ukraine, à savoir que oui, c'était une manœuvre qui a mal tourné, nous pourrions réellement voir la paix s'installer là-bas aussi. Et Zelensky, Macron, Scholz et Starmer comprennent probablement que si Trump dit les choses franchement, la guerre sera terminée, qu'il le veuille ou non, et qu'il devrait alors y avoir un accord de paix. Et non simplement les rodomontades des Européens qui ne seront jamais d'accord sur rien. Si les États-Unis et la Russie conviennent à juste titre, non pas par complaisance, mais à juste titre, de conditions raisonnables pour mettre fin à ce qui fut une aventure malheureuse des États-Unis, alors les autres devront suivre, et ce sera la bonne issue.